Pendant le dîner, ils se sont moqués de moi en français, pensant que je ne comprenais pas mais j'avais vécu en France pendant des années. Je suis resté silencieux ce soir-là. Quelques jours plus tard, j'ai fait glisser une enveloppe sur la table et j'ai vu son visage se décomposer. Ils m'ont traité de vieil imbécile sans valeur en français, pensant que je ne comprenais pas un traître mot. Ils ont ri en disant que je n'étais qu'un point mort dans la vie de ma fille, un fardeau dont elle se porterait mieux sans. Mon beau-fils s'est joint à eux, ajoutant ses propres blagues cruelles sur le pauvre vieil homme pathétique qui n'avait plus rien à offrir au monde. Ils étaient assis là, dans la salle à manger de ma fille, sirotant un vin que j'avais payé, se moquant de moi dans une langue qu'ils croyaient être leur arme secrète. Mais voici ce qu'ils ignoraient. J'avais attendu toute ma vie que des gens comme eux me sous-estiment. Et alors qu'ils pensaient célébrer leur succès, j'allais leur montrer exactement ce qui arrive quand on confond la gentillesse avec la faiblesse. Laissez un cœur dans les commentaires ci-dessous si vous êtes du genre à agir plutôt qu'à parler. Et racontez-nous une fois où quelqu'un vous a sous-estimé. Où l'avez-vous entendu aujourd'hui? Tout a commencé un jeudi matin, avec ce genre d'appel téléphonique qui vous fait vous demander si vous allez recevoir une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je préparais du café dans ma cuisine à Portland, mesurant les grains de Colombie que j'avais achetés chez le torréfacteur de Division Street, lorsque mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était Jake, mon beau-fils, l'homme qui avait épousé ma fille Emma il y a 3 ans lors d'une cérémonie qui m'avait coûté 75 000 $. Frank, dit-il de ce ton faussement joyeux que les gens utilisent quand ils veulent quelque chose. Comment vas-tu, Jake, ai-je répondu, m'arrêtant avec le filtre à café à la main. Tout va bien? Excellente nouvelle. Mes parents sont arrivés de France hier. Nous organisons un dîner demain soir. Très intime, juste la famille. Ils sont impatients de te rencontrer. Je me suis approché de ma fenêtre, regardant la lumière du matin filtrer à travers l'érable que j'avais planté quand Emma avait 12 ans. Ah oui? Absolument. 19h30 chez nous à l'Ecoswego. Tenue de soirée. Mes parents sont très à l'ancienne sur la présentation. Tu sais comment sont les Français. Je savais comment les Français pouvaient être à bien des égards. J'avais vécu parmi eux pendant 5 ans, j'avais monté une affaire à Bordeaux qui me versait encore des dividendes. Mais Jake ne le savait pas. Il ne m'avait jamais interrogé sur mon passé. Pourquoi Emma ne m'a-t-elle pas appelé elle-même? Un silence a flotté dans l'air, comme de la fumée. Elle ne sait pas que j'appelle. Elle est débordée de travail et par l'organisation de ce dîner. Elle a probablement juste oublié. Tu sais à quel point elle est dispersée quand elle est stressée. Emma était beaucoup de choses, mais pas oublieuse. Quand Emma oubliait quelque chose, c'était généralement parce que quelqu'un l'avait convaincue que ce n'était pas important. J'apprécie l'invitation, ai-je dit. Super. Oh, et Frank. Sa voix devint plus prudente. Mes parents sont très traditionnels, très français. Peut-être, reste simple. Ils apprécient la dignité discrète. La dignité discrète. Comme si j'avais prévu d'arriver en costume de clown. Bien sûr, je me tiendrai à carreau. Après avoir raccroché, je suis resté dans ma cuisine, la cafetière gargouillant derrière moi, son riche arôme remplissant l'air. Quelque chose dans le ton de Jake me dérangeait. Pas ce qu'il disait, mais comment il le disait. Comme si j'étais convoqué plutôt qu'invité. Comme si j'étais un problème à gérer plutôt qu'un beau-père à accueillir. Mais j'irai. Emma serait là. Et malgré notre distance grandissante, malgré des conversations devenant plus courtes et plus fonctionnelles, elle était toujours ma fille. Toujours la petite fille qui s'asseyait sur mes genoux pendant que je lui lisais des histoires en anglais et en français. J'ai versé mon café et je me suis assis à la table de la cuisine. Mais la boisson avait un goût amer malgré la qualité des grains. Je ne pouvais penser qu'aux mots prudents de Jake et au sentiment que le dîner de demain soir serait autre chose qu'un simple repas de famille. Quand les gens commencent à parler de dignité discrète, c'est généralement qu'ils prévoient de tester à quel point vous en possédez. Le lendemain soir, j'ai traversé les rues impeccables de l'Ecoswego jusqu'à la maison de Jake et Emma. Le genre de quartier où le conformisme se faisait passer pour de la réussite, avec des pelouses parfaites et des maisons qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une décennie. Emma a ouvert la porte avant que je puisse sonner. « Papa, tu es superbe », dit-elle en me serrant chaleureusement dans ses bras. Très distingué. Ta mère a toujours dit que je présentais bien, ai-je répondu en la suivant à l'intérieur. Dans le salon, Jake se tenait à côté de Pierre et Claire,
le couple de Français que j'avais brièvement rencontré au mariage 3 ans auparavant. Nous avions à peine échangé quelques banalités. Ils étaient arrivés en retard, partis tôt, et avaient passé la majeure partie de la réception à parler français avec d'autres invités. Pierre était toujours grand, avec ses cheveux argentés et ce visage patricien dont je me souvenais. Claire restait parfaitement apprêtée, de cette manière française sans effort, avec des bijoux dont le cou se devinait à voix basse. « Franck, dit Jacques. Je suis sûr que tu te souviens de mes parents depuis le mariage. » Pierre tendit la main avec un sourire exercé. « Bien sûr, le père de la mariée. Tellement heureux de vous revoir convenablement. » Claire hocha la tête gracieusement. Nous avons à peine eu le temps de parler au mariage. Une journée si chargée. Bienvenue à nouveau à Portland, dis-je. J'espère que vous appréciez votre visite. Oh, oui, répondit Pierre. Nous découvrons enfin la ville et la famille correctement cette fois-ci. La façon dont il insistait sur « correctement » suggérait que notre brève rencontre au mariage n'avait pas compté comme une vraie réunion. Emma apparut avec des verres de vin, un Bordeaux coûteux. Papa ne boit pas beaucoup de vin, mais j'ai pensé que vous apprécieriez celui-ci. Il vient de la région du vignoble de Pierre. Je sirotai le vin avec précaution. Il était exceptionnel. Magnifique. Bordeaux a toujours produit certains des meilleurs vins du monde. Pierre haussa un sourcil, peut-être surpris que je connaisse quoi que ce soit au vin. Vous connaissez Bordeaux? J'ai eu le plaisir de visiter, dis-je simplement. Jacques tapa dans ses mains. Passons à la salle à manger? Nous avons tant de choses à nous raconter. En marchant, j'ai surpris un regard échangé entre Pierre et Claire. Rapide, presque imperceptible, mais j'avais passé assez de temps dans des salles de conseil pour reconnaître la communication silencieuse entre des gens qui se croient supérieurs. La table de la salle à manger scintillait de cristal et d'argenterie. Tout était parfait, calculé pour impressionner. Emma s'affairait pendant que Jacques jouait les autres gracieux. Alors, Franck, dit Claire alors que le premier plat arrivait. Jacques nous dit que vous aviez une sorte d'entreprise avant de prendre votre retraite. Conseil en commerce international, dis-je. Comme c'est pratique, répondit-elle avec un fin sourire. C'est là que j'ai entendu les premiers mots en français. Claire chuchota à Pierre, regarde sa cravate. Tellement, américain. Pierre répondit tranquillement, laisse, ma chérie. C'est juste le père d'Emma. Il ne comprend rien. J'ai continué à manger ma soupe, le visage impassible, comme si je n'avais pas compris un mot. Mais j'avais compris chaque syllabe, et je mémorisais chacune d'entre elles. Le vrai dîner ne faisait que commencer. La soupe fumait doucement, parfumée de poireaux et de crème. Emma parlait de son travail, inconsciente des courants sous la table. Jacques remplissait les verres et jouait son rôle d'hôte. Pierre et Claire se penchaient l'un vers l'autre avec le genre d'intimité qui appartient aux conspirateurs. Les yeux de Claire parcoururent ma cravate, puis mon visage. Elle inclina la tête vers Pierre et murmura, bougeant à peine les lèvres, il ne dit pas un mot. Le pauvre homme est complètement dépassé. Pierre ne prit même pas la peine de baisser beaucoup la voix. C'est un point mort pour elle. Franchement, elle serait mieux sans lui. Emma me sourit à travers les fleurs, me demandant si la soupe avait besoin de plus de sel. Je dis qu'elle était parfaite. Le plat suivant fut servi. Jacques se rapprocha de ses parents, sa voix un murmure exercé, on fait de notre mieux, mais c'est épuisant. Il n'a plus rien à offrir au monde. Jacques laissa finalement tomber le masque. Il eut un sourire narquois vers la nappe et dit, patience. Bientôt, nous n'aurons plus à nous en soucier. Je goûtai le vin, le laissant reposer sur ma langue. Prune, graphite, vieille pierre. Patience. Pierre agita une main comme pour chasser de la poussière. Il faut juste gérer la situation jusqu'à ce que la nature suive son cours. Le plat principal arriva, parfumé au romarin et au beurre. Je coupai ma viande lentement, méthodiquement, comme je le faisais autrefois pour examiner des contrats, ligne par ligne, clause par clause, tandis que la pièce prenait mon silence pour une absence. Dans le reflet de la fenêtre, le lustre pendait au-dessus de nous tous comme une guillotine ornée de bijoux. La conversation en anglais revint au voyage et à la météo. En français, le verdict avait déjà été rendu. Certaines leçons nécessitent un registre, pas un discours. Quand le dessert arriva, j'ai complimenté la croûte, remercié Emma pour la soirée et fait l'éloge du vin avec juste assez de précision pour que l'on s'en souvienne. À la porte,
Jake me serra l'épaule comme un homme fier d'un spectacle bien mené. Je souris. Dans la voiture, je suis rentré chez moi sans la radio, j'ai laissé la maison m'accueillir avec son vieux silence et je me suis assis à mon bureau. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai écrit la première ligne, souviens-toi de tout. Puis j'ai écrit leurs mots, dans l'ordre, dans les deux langues, comme des entrées dans un livre de dettes. Quand j'eus fini, je tournai la page et écrivis une autre ligne. Demain, commence. J'ai bien dormi. Le lendemain matin, j'ai appelé Tom, mon ancien avocat et homme de confiance. Tu as l'air d'un homme qui a fini de tendre l'autre joue, dit-il. Pas fini, ai-je répondu. Sélectif. J'ai besoin d'yeux sur un petit vignoble français, en Provence. Exportation de niche vers les États-Unis. Propriétaire, Pierre et Claire. Le beau-fils est Jake. Je veux un levier d'influence, discrètement. Un levier d'influence ou un pied de biche. Les deux. Des clics de clavier se firent entendre à l'autre bout du fil. Il y a un distributeur californien qui leur a accordé un prêt relais au printemps dernier. Une clause de conversion entre en vigueur le mois prochain. S'il ne rembourse pas, le billet se convertit en action avec une décote. Le détenteur est nerveux. Il vendra. Ouvre la porte. Par qui? Pas par moi. Crée une LLC dans le Wyoming. Adresse à Cheyenne. Agent propre. Appelle la Cascade Ridge Holdings. Obtiens le yen. Je la financerai aujourd'hui. Tu es sérieux? Je suis patient, ai-je dit. Envoie les documents d'achat du billet. Si un appel de fonds arrive, je veux avoir le droit de le satisfaire seul si nécessaire. À midi, le squelette avait de la chair sur les os. Cascade Ridge Holdings LLC. Compte bancaire ouvert. Tom envoya un texto. Vendeur du billet prêt. Prix juste si tu n'es pas sentimental. Je ne le suis pas. Il rappela. Encore du bois pour le feu. Ils ont fait une petite levée de fonds, amis et famille en France. 2 actionnaires minoritaires veulent sortir. Si Cascade Ridge les rachète et que le billet se convertit, tu dépasses les 50%. De justesse, mais ça suffit. En combien de temps? 10 jours, si les adultes signent à temps. Une chaleur tranquille me traversa, la détermination. Je ne cherchais pas la ruine. Je voulais quelque chose de plus simple. La vérité, avec des conséquences. Encore une chose, dis-je. Quand je me manifesterai, je ne serai pas Cascade Ridge. Je veux un nom qu'ils essaieront d'impressionner. Il n'a pas manqué une miette. François Moreau. Je hochai la tête pour moi-même. Utilise-le. Lettre, email, la carte sur la table. François Moreau, partenaire chez Cascade Ridge Holdings. Ton formel, civil, sans équivoque. Tu es sûr de vouloir être dans la pièce quand ça va tomber. C'est eux qui ont choisi la pièce la première fois, ai-je dit. Nous avons déplacé les papiers comme des pièces d'échecs. Cascade Ridge a acheté le pré-relais. Tom a organisé les rachats des minoritaires. J'ai examiné les clauses jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. J'ai encerclé le point crucial, un appel de fonds dans 10 jours pour une expansion qu'ils ne pouvaient pas financer. Cascade Ridge y répondrait en totalité. Tous les autres déclineraient poliment. Les mathématiques feraient le reste. Le 10e jour arriva avec la précision d'un métronome. L'appel de fonds fut lancé. Cascade Ridge répondit en totalité. Les autres déclinèrent. Les avis de conversion partirent. Les pourcentages changèrent. Tom appela. Tu as franchi la ligne. 51,2% effectif dès l'enregistrement. Dépose les documents dans les 2 juridictions, ai-je dit. Et envoie la table de capitalisation mise à jour. Déjà dans ta boîte de réception. Sur mon bureau, l'encre rencontra le papier. Ce soir-là, Emma appela. Papa, tu ne vas pas le croire, dit-elle, la voix vive. Les parents de Jake ont trouvé un partenaire américain sérieux. Capital Investissement. Le nom est François Moreau. Ça pourrait tout changer. Vraiment, dis-je, regardant l'érable dehors frissonner dans le vent. Ils sont aux anges. Jake dit que c'est l'opportunité dont ils avaient besoin. N'est-ce pas incroyable? Ça l'est, dis-je, le pensant d'une manière qu'elle ne pouvait pas entendre. J'espère que ça fera ressortir le meilleur d'eux-mêmes.
Après que nous ayons raccroché, le téléphone sonna de nouveau. C'était Jake. Franck, grande nouvelle, dit-il, euphorique. Un investisseur majeur vient de monter à bord. Tous les plans d'expansion avancent. Tu ne comprendrais probablement rien aux documents, mais crois-moi, c'est du lourd. Je suis content pour vous, ai-je dit. Le meilleur dans tout ça? Il n'intervient pas. Le bon type d'argent, qui veut juste être associé à des gagnants, il rit. Même l'argent discret sait lire, ai-je dit. Il n'a pas compris. Bien sûr. Quand la ligne fut silencieuse, j'ouvris une nouvelle page dans mon carnet. Il y a un moment, après une prise de contrôle, où les papiers sont réglés, mais pas les gens. L'équilibre est juridique. La réalité est à la traîne. C'est dans cet entre-deux que le caractère se révèle. Sur mon bureau, j'ai disposé du papier à lettres avec un filigrane, visible uniquement lorsque la lumière l'éclairait juste comme il faut. En haut, d'une main ferme, j'ai écrit le nom, François Moreau. J'ai rédigé la lettre sur ce papier à en-tête. Le ton était neutre, le genre qui ne laisse aucune place à l'argumentation et ne dégage aucune odeur de menace. À Pierre et Claire, j'écrivais en tant que François Moreau, partenaire de Cascade Ridge Holdings. J'exprimais mon appréciation pour leurs efforts, mon enthousiasme pour leur direction stratégique et mon désir de rencontrer la famille derrière l'entreprise. Je demandais un dîner formel, et que tous les représentants actifs de la famille soient présents, Pierre, Claire, leur beau-fils, leur fille. J'ai envoyé la lettre par coursier international. 2 jours passèrent. Puis la réponse, sur un papier à lettres élégant. Monsieur Moreau, nous serions honorés de vous recevoir le 23. Toute la famille sera présente. Cet après-midi-là, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Jake. Salut Franck. Drôle de coïncidence de calendrier. Mes parents rencontrent cet investisseur, François. Très formel, très business. Ce serait peut-être mieux si tu ne venais pas. Pas pour être impoli, juste pour l'ambiance. Tu sais comment sont ces choses. Ah oui, ai-je demandé. Il attend un certain ton. Nous ne voulons aucun malentendu. J'ai déjà pris mes dispositions, dis-je. J'arriverai par mes propres moyens. Un silence. Oh. Bon, d'accord. Juste, tu sais, sois cool. Je suis très cool, dis-je, et je le laissai méditer là-dessus. J'ai fait presser un costume d'une teinte plus sombre que d'habitude. Discret, conçu pour disparaître sous une lumière douce et réapparaître lorsqu'une phrase tombait. Le 23, j'arriverai en avance. Je m'assierai seul avec un verre servi mais non touché. Quand ils entreraient, je me lèverai. Je dirai bonsoir. J'attendrai. Il y a un silence particulier qui s'installe lorsque la certitude trébuche sur les faits. On ne le force pas. On prépare la pièce pour qu'il ait un endroit où tomber. Je suis arrivé en avance et j'ai laissé la pièce installer sa propre gravité. Nappe blanche, lumière tamisée, un verre de Bourgogne intact à ma place. La porte s'est ouverte. Pierre et Claire sont entrés les premiers, aussi composés que jamais. Jake suivait, le sourire trop crispé. Emma est arrivée en dernier. Ils se sont figés sur le seuil. Bonsoir, ai-je dit en me levant. Veuillez vous asseoir. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. L'incrédulité de Claire a brisé le silence. Mais, qu'est-ce que? Dit-elle en français. Le menton de Pierre se releva, le calcul fusant derrière ses yeux. Je ne comprends pas, dit-il dans sa langue. Je leur ai répondu dans leur propre langue, avec soin, sans chaleur. Je suis François Moreau. Le dîner de l'autre soir était très instructif. Jake a finalement trébuché pour entrer dans la réalité à laquelle il ne s'était pas préparé. Franck, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait glisser une seule feuille sur la table, une table de capitalisation claire et nette. Pas de fioritures, juste des mathématiques qui se moquaient de qui elles humiliaient. Vous avez supposé que je ne pouvais pas vous comprendre, dis-je. C'était votre première erreur. Votre seconde a été de prendre la certitude pour un fait. Pierre a attrapé le papier comme un homme qui se rattrape à une rampe dans un escalier en mouvement. J'ai gardé ma voix égale et j'ai terminé le grand livre dans leur langue. Un poids mort. Bientôt, nous n'aurons plus à nous en soucier. Il faut juste gérer la situation. Cela vous rappelle quelque chose? Le souffle d'Emma se coupa.
Papa. Lis la ligne qui compte, dis-je doucement. Pierre l'a trouvé. 51,2%. Le chiffre aurait tout aussi bien pu être un verdict. Vous avez investi, dit Pierre lentement, via une entité américaine. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin d'élever la voix pour être cru, dis-je. J'ai préparé la scène pour que la vérité ait du poids. Emma se tourna vers Jake. C'est pour ça que tu as dit à mon père de ne pas venir? Il fixait la table. Jake essaya de se reprendre. D'accord. Vous avez le contrôle. Mais le plan reste le plan. Vous avez un partenaire majoritaire, dis-je. Cela change le plan. Tu as un choix, Jake. Apprendre ou partir. Il déglutit. J'ai enfin levé mon verre, goûté le vin et les reposé. Ce soir, nous mangeons, dis-je. Demain, nous travaillons. Décidez qui vous voulez être d'ici le matin. La pièce ne répondit pas dehors, le restaurant bourdonnait comme avant. À l'intérieur, la certitude avait rencontré un fait, et le son qu'elle a fait en tombant était le silence. 2 jours plus tard, Jake s'est présenté chez moi sans appeler. Franck, dit-il dans l'entrée, soyons rationnels. Vous pouvez vendre votre participation avec une prime. Partir sans histoire. Il n'y aura pas d'histoire, dis-je, à moins que vous n'en créiez. Vous avez fait passer votre message. Acceptez la victoire. Ce n'est pas pour marquer un point, dis-je. C'est une leçon. Vous pouvez la retenir ou continuer à faire semblant. Il s'est approché, baissant la voix. Si vous refusez, vous ferez exploser la famille. Emma. Ne fais pas ça, dis-je calmement. La pièce se remplit d'un autre souffle. Celui d'Emma. Elle écoutait depuis le seuil de la cuisine, le regard fixe. C'est ça le plan, Jake, demanda-t-elle. Utiliser l'amour de mon père pour le racheter? Il pivota, les mains en l'air, apaisant. Emma, je nous protège. C'est du business. Non, dit-elle. Ça, c'est une question de caractère. Pour un instant, la maison se souvint d'elle enfant. La façon dont elle se tenait pieds nus à ce même endroit, me demandant pourquoi les gens font les choses qu'ils font. Cette fois, elle ne demanda pas. Je vais rester ici quelque temps, dit-elle. J'ai besoin de temps. Jake la fixa comme si le temps était une chose qu'il pouvait interdire. On ne va pas faire ça. Tu l'as déjà fait, dit-elle. Il me regarda, cherchant le vieil homme que j'étais censé être. Je gardai mes mains le long de mon corps et ne dis rien. Il partit sans claquer la porte. Cela sembla être sa dernière tentative de dignité. Les jours qui suivirent furent calmes de manière utile. Emma et moi ne parlions pas de stratégie. Nous cuisinions des plats simples et les mangions chauds. Le soir, nous nous asseyions sur les marches du perron arrière. Une fois, demanda-t-elle. Est-ce que ça a fait plus mal que ce à quoi tu t'attendais? Ça a fait mal exactement le prix que coûte la vérité, dis-je. Le 4e soir, Emma apporta 2 tasses de thé sur le porche. Je ne retourne pas là-bas. Pas maintenant. Peut-être jamais. L'érable bruissa, un son comme une page que l'on tourne. D'accord, dis-je. Elle appuya son épaule contre la mienne, un poids tranquille qui m'avait manqué. Quelque part en Provence, les chiffres refusaient toujours de se soucier de la fierté de quiconque. Ici, au moins, les mathématiques semblaient miséricordieuses. Un père, une fille, une chance de plus de bien faire les choses. Le matin nous trouva dans un nouveau rythme. Emma prépara du porridge à la cannelle, comme le faisait sa mère. Après le petit déjeuner, je présidai une réunion du conseil d'administration à distance. Voix calme, procès-verbaux clairs. Nous avons adopté des contrôles financiers. Le nom de Jake fut retiré de la supervision opérationnelle. Pas un spectacle, juste une ligne sur un document. Je veux retourner à l'école, dit-elle après. Le droit, peut-être. Je veux construire quelque chose qui soit à moi. Cet après-midi-là, nous sommes allés à la librairie du quartier. De retour à la maison, j'ai sorti un bloc-notes et un stylo plume. Une langue peut être une arme ou une invitation, dis-je. Tout dépend de qui la manie. Emma joignit les mains. Apprends-moi. J'ai commencé par des phrases douces qui ouvrent les portes. Le respect est une monnaie silencieuse. Sa bouche formait les sons avec soin.
Nous avons ri de la façon dont l'apprentissage vous rend courageux sans rien demander. Je lui ai appris à dire « le cœur a ses raisons ». Emma lut la phrase 2 fois, plus lentement la seconde. Du cœur, répéta-t-elle, et la pièce sembla différente. Elle me regarda, les yeux brillants mais stables. Merci, dit-elle, la prononciation douce mais juste. Le téléphone est resté silencieux. Les papiers continueraient à circuler comme ils le font toujours, mais l'arithmétique qui comptait était ici. Un père, une fille, une table, une langue reconquise comme un acte de bonté. Quand nous sommes rentrés, la maison semblait plus légère. Non pas parce que quoi que ce soit avait été oublié, mais parce que nous avions décidé de quoi nous souvenir. Note, la section finale est une réflexion sur l'histoire. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas en élevant la voix, mais en sachant qu'en rester silencieux et laisser la vérité parler d'elle-même. L'histoire de Franck nous rappelle que la dignité ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que vous savez être vrai sur vous-même. Dans un monde qui confond souvent la gentillesse avec la faiblesse, nous devons nous rappeler que Dieu voit notre patience comme une force, non comme une capitulation. La beauté des histoires de trahison comme celle-ci est qu'elles nous enseignent la résilience. Lorsque ceux qui nous sont les plus proches montrent leur vrai visage, nous avons le choix, devenir amer ou devenir plus sage. Franck a choisi la sagesse, et Dieu a honoré ce choix par la restauration. Les histoires de grands-pères les plus inspirantes nous montrent que l'âge apporte non seulement la sagesse, mais aussi la patience de laisser cette sagesse agir. Le parcours de Franck, de l'humiliation à la justification, nous enseigne que le respect ne se donne pas, il se gagne par la constance, le caractère et une confiance tranquille. Parfois, les plus grands cadeaux de Dieu sont emballés dans les erreurs de nos ennemis. Et les histoires de trahison les plus significatives ne se terminent pas par la vengeance, mais par la restauration. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà eu à choisir entre parler immédiatement ou laisser vos actions parler plus fort? Nous serions ravis de lire comment vous avez géré les moments où les gens vous ont sous-estimé.